Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Je m'appelle Fred, j'ai 28 ans et j'ai de multiples passions. Et ces temps, j'ai l'impression de me faire un peu rattraper par ça. J'ai beaucoup de choses dans lesquelles j'essaye de mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est un bon rappel de faire attention au surmenage, même dans les milieux associatifs, dans les milieux bénévoles, dans toutes les activités qu'on fait en fait. Je vous donne un petit exemple. Moi, sur le côté là, je suis assez impliqué dans l'associatif du mouvement scout de ma région. Ça me prend pas mal de temps. Et puis, j'ai aussi le streaming. Je stream des jeux vidéo sur Twitch. Et c'est super chouette. Il y a une communauté super sympa qui se crée autour de ça. Et puis, il y a ce projet de podcast aussi, où il faut faire du montage, faire de la promo, faire des réseaux sociaux. Et en fait, c'est plein de petites choses qui s'accumulent les unes sur les autres. Et puis, qui font que peut-être des fois, le matin, quand on a congé, on a juste envie de dormir et pas faire le montage d'un épisode ou pas préparer des scènes pour Twitch ou pas faire des mails pour de l'associatif. Enfin bref, je sais pas très bien où je vais avec ça, mais je crois que c'est juste un encouragement de plus d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute des uns des autres. Voilà, pour pas en faire trop et pas être trop fatigué. Parce que c'est pénible la vie quand on est fatigué quand même. Et c'est aussi ce qui m'a amené à la réflexion par rapport à ce podcast que je crois que je suis pas très très fort pour tout ce qui est réseaux sociaux, faire de la promo, voilà, faire en sorte que ce soit visible. Et c'est peut-être un petit appel que je lance comme ça, un peu au bol au début du podcast. Mais si quelqu'un se sent de me donner un coup de main avec ça, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, @prête-moi-ta-voix.podcast. Et puis on en discute. Voilà, si quelqu'un a envie de m'aider, peut-être à gérer déjà l'aspect communication de cette page. Parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose dans lequel j'arrive à mettre suffisamment d'énergie pour que ce soit productif, on va dire. Même si de toute façon, j'ai pas du tout le but de faire quelque chose qui soit productif au sens large, mais en tout cas de le rendre visible quoi, de cette manière-là. Et sinon, je vous propose qu'on passe à l'épisode du jour. C'est Avril qui me prête sa voix dans cet épisode. Avril, elle est travailleuse du sexe, et c'est finalement un job dont on connaît très 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 peu de choses, mais sur lequel on a énormément d'a priori et sur lequel on a aussi entendu beaucoup de choses. On se fait une image, voilà, très peut-être très caricaturale des fois de ce qu'est le travail du sexe. Et donc on aborde plein de questions. Voilà, je pose des questions des fois un petit peu naïves pour essayer de voir où sont les tensions et où sont les limites entre ce qu'on croit savoir et la réalité du travail d'une personne. Et c'était une conversation que j'ai trouvée vraiment passionnante et vraiment jolie. Parce que Avril, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met l'amour au centre de ce travail. Et elle met l'amour et la tendresse au centre de la manière dont elle le conceptualise. Elle raconte aussi comment c'est dur parfois, quels sont les obstacles, quelles sont les choses auxquelles elle a dû faire face et auxquelles elle fait peut-être face encore aujourd'hui dans son quotidien et par rapport voilà, à tout ce que ça lui renvoie sur elle-même. C'est vraiment un témoignage très inspirant que je trouve très beau et je la remercie beaucoup, beaucoup de me l'avoir prêté aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il y a des choses à prendre pour tout le monde dans cet épisode et je vous souhaite une superbe écoute. Souvent, on pense que tu arrives et tu as un acte pénétratif et ensuite, bah, tu as de l'argent et tu pars, alors que ça arrive très peu, ça, en Mhm. vrai. Hem, des fois, je suis payée super cher pour que des personnes, elles me posent des questions sur le féminisme, elles me demandent, comment sortir de la pénétration, comment caresser un clitoris. Du coup, je me mets bien, tu vois? Ouais, ouais. C'est hyper bien. Donc ça, c'est chouette. Hem, il y a aussi des personnes qui ont des fétiches et je trouve que c'est très courageux de les assumer et de me demander de les réaliser quand c'est possible pour moi. Il y a des personnes qui ont envie de parler, il y a des personnes qui ont juste envie d'un acte pénétratif où on parle pas. Il y a des personnes qui ont envie de câlins. Hem, mais ce qu'il y a toujours, c'est la tendresse quand même quand on parle pas. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui parlent pas parce qu'elles ne peuvent pas parler. Par exemple, Mm. dans mon travail d'assistante sexuelle justement, je vois des personnes, qui sont sourdes-muettes ou
qui ont été diagnostiqués avec un retard mental ou qui n'arrivent pas à s'exprimer par le verbe. Hmm. Du coup, on ne communique pas oralement, enfin par les mots, quoi. Mhm. Et, hum, et ça, c'est cool. Donc, c'est un peu ce que je fais. Tu parles de tendresse. Comment est-ce que la tendresse s'exprime? Euh, alors, je pense que déjà, il y a, il y a ce truc un peu magique avec le travail du sexe, c'est que il y a pas vraiment d'attente et d'enjeu émotionnel quand j'arrive pour eux. Et c'est ce qui me fait marrer parce que souvent, on a l'impression que c'est super dangereux et tout, mais des fois, je dis ça à mes potes, je suis là, mais en fait, en vrai, un mec qui sait qu'il va baiser, genre, c'est hyper docile et il y a pas de problème, ça va vraiment. Non, mais c'est vrai. Mhm. Et voilà, désolée, c'était la première blague misandre, mais la tendresse, elle apparaît très vite parce que les personnes, elles sont là, putain, en fait, waouh, genre, je peux me montrer à nu, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'enjeu. Il peut y avoir de la séduction, mais c'est pas forcément le but. Et du coup, elle intervient vraiment euh, dans, dans ce moment où, en fait, où je les écoute. Et là, Mhm. euh, et là, tout d'un coup, il y a beaucoup de reconnaissance. Euh, des fois, c'est très triste parce qu'il y a des personnes qui ont 50 ans qui n'ont jamais embrassé une personne sur la bouche. Euh, et du coup, bah, quand ça arrive, il peut y avoir énormément d'émotions, beaucoup de larmes. Parfois, je pleure avec eux. Et ça, c'est un truc un peu tabou en vrai. On parle pas trop des émotions là-dedans parce que il y a un peu cette posture de la travailleuse du sexe qui est genre powerful et qui mate un peu les mecs. Hmm. Ce qui est pas genre une posture 100% répandue partout, mais il y a un peu cette distance qui est hyper nécessaire parce qu'en vrai, c'est un taf dur et hyper stigmatisé. Et t'as besoin de ce pouvoir-là en fait. Mais, euh, mais ce truc de pleurer avec les personnes, c'est que, bon, du coup, j'ai vu plein de psys dans ma vie. Et tu vois, genre, les psys, ils sont trop à ton écoute et toi, tu peux jamais leur demander comment eux ils vont. Mhm. Et je trouve que enfin, c'est une dynamique assez nulle. Et en fait, j'ai pas envie de les laisser tout seuls dans leurs émotions. Mhm. Et du coup, en fait, je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, partage avec eux parce que peut-être ils ont besoin de ça. Puis c'est là, en fait, qu'elle intervient dans tendresse, c'est que on se connaît pas et on pleure ensemble, tu vois, genre au bout de 20 minutes d'interaction. Et Ok. bon, voilà. Intéressant. Donc, une sorte de manière de reconnaître leurs émotions aussi. Ouais, en fait, de leur redonner un écho. Mhm. Surtout les personnes qui sont en institution, elles ont aucun écho, en fait, par rapport à enfin, quand elles expriment qu'elles ont besoin d'affection ou de sexualité. En général, c'est très réprimé. Il y a des bénéficiaires, comme on appelle en assistance sexuelle. On appelle ça bénéficiaire plutôt que client. Moi, Mhm. j'utilise client pour tout, en fait. Mais du coup, certains bénéficiaires se font confisquer leur téléphone parce que bah, on toque pas avant d'entrer dans ces institutions et la personne est en train genre, de regarder un porno et de se branler. Et du coup, on lui confie son téléphone parce que c'est deg de faire ça alors que la personne est seule et genre, voilà. Et il n'y a pas du tout d'intimité là-dedans. Et du coup, bah, tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui vient comme ça et qu'elle a, bah, tu veux faire quoi? Vas-y, on peut faire bah, tout ce que tu veux. Et bah, les personnes, elles se sentent super écoutées et c'est hyper triste, en fait. De... Enfin, tu vois, Mhm. surtout à leurs âges en général. C'est... Tu dis, waouh, enfin, il y en a plein qui disent, ouais, mais en fait, je crois que je suis amoureux de toi. Et en fait, parce que plein de fois, je suis la première expérience des personnes Mhm. qui ont en moyenne, enfin, en fait, non, il n'y a pas de moyenne, mais je vois des personnes entre 24 et 75 ans. Et, euh, et ouais, du coup, bah, il y a tout plein de moments comme ça où toi, tu te sens. Enfin, tu vois, t'as vu 5 personnes dans la semaine pour ton taf et plus tes relations amoureuses à toi. Et du coup, bah, Mhm. ça te fait vite 7 8 partenaires par semaine. Ça peut Mhm. arriver comme ça. Et genre, la personne, c'est la première fois qu'elle tient quelqu'un dans ses bras, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaye de remettre une symétrie en, je sais pas, en les prenant dans mes bras ou Mhm. en. Et parce qu'en fait, je suis pas là pour. Enfin, la sexualité, à mon sens, c'est un droit, mais il y a personne qui est censé répondre à ce droit. Et moi compris. C'est-à-dire que je dois pas être, en tant qu'assistante sexuelle, je suis pas déléguée pour répondre à un droit humain, tu vois. Genre, je suis là parce que j'ai choisi, la personne a Mhm. choisi aussi. Et du coup, on est sur un plan d'égalité. Donc, je suis pas genre, tu vois. Enfin, je travaille pour personne, du coup, je suis indépendante. Ouais. Tu parles de choix. Mhm. À à quel moment ou par quelle réflexion est-ce que tu as fait ce choix, toi, de faire ce travail-là?
Hem, alors ça, j'ai constaté que le patriarcat me coûtait excessivement cher. Les thérapies, le taxi aussi, quand tu rentres le soir, les cours de self-défense, tout ce qui est genre récupérer des traumas. J'ai vécu beaucoup de violences sexuelles quand j'étais jeune. Hem, En termes de charge mentale, c'était super intense et je faisais des études, de sciences sociales et de linguistique. Hem et j'aimais beaucoup mes études, sauf que j'avais un prof de sociolinguistique qui était un que j'avais croisé en fait, une fois dans un événement et qui m'avait, regardée, de haut en bas en me disant que j'avais beaucoup de potentiel, mais tu vois, pas le genre de potentiel, intellectuel. Mhm. Et je me suis dit: «Putain, mais en fait, je vais jamais réussir», en fait, enfin, je me sentais trop coincée et à la fois, je désirais tellement faire, une carrière académique parce que je sais que j'en ai les compétences. Mais en même temps, je me sentais pas forcément, enfin, j'ai détesté l'académisme, en fait et du coup, je me sentais pas de faire ça et j'étais là: «Mais je vais faire quoi?» Et les sciences sociales, ce que j'aimais trop, c'est qu'on s'intéressait aux gens, mais ce que j'aimais pas du tout, c'est qu'on interviewait des gens et qu'on leur volait pas mal leurs récits, notamment des personnes issues de l'immigration qui n'avaient genre enfin, en fait, je trouvais il y avait un truc super sale à juste prendre l'histoire des personnes et après, on pouvait pas leur montrer ce qu'on avait écrit sur LE parce que c'était, selon les professeurs, de l'objectivation sociologique et que c'était trop douloureux à voir enfin à lire. Genre comme si les personnes ne connaissaient pas leur vie. Et en Mhm. fait, je trouvais que c'était atroce et j'étais là: «Mais je peux pas être sociologue ou linguiste s'il y a ce genre de logique». Et du coup, bah, ce que je fais bien et bah, c'est l'amour, en fait, parce que jusqu'à présent, j'ai quand même eu plutôt du bon feedback. Du coup, je me suis dit: «OK, bon, je vois qu'il y a un potentiel là». Heu et en même temps, je me sens assez souvent enfin, je me suis sentie très, très souvent, réduite à mon genre et sexualisée, objectifiée. Et du coup, j'étais là: «Ben, en fait, heu, il faut que je récupère». Mhm. Voilà. Du coup, c'est une vengeance, mais avec amour. Et du coup, j'ai utilisé ça. Non, mais vraiment, je me suis dit: «Bah, Nice. tu sais quoi? Tu veux faire de moi, une pute gratuite?» Enfin, franchement, je me dis: «Mais en fait, j'ai couché avec, genre, vraiment plein de gars où il y avait pas du tout de choses incarnées ou de possibilités de communiquer». Et puis, bah, très souvent, c'était, il y avait un peu ce truc d'être content d'avoir couché avec moi. Et je me suis dit: «Bah, en vrai, c'est un peu un pouvoir ça, quand tu y penses», tu vois? Mhm. Du coup, À fond. c'est un peu ce truc de, ouais, je sais pas, récupérer, le pouvoir par rapport à à ce qu'on t'a assigné. Et puis il y a une grande jalousie aussi, enfin une envie de beaucoup d'hommes, en fait, d'avoir cette liberté, sexuelle que en tant que personne non homme, on peut avoir. Et du coup, c'est pour ça. En fait, j'avais besoin de thunes, j'avais pas de plan de carrière et en même temps, j'avais envie de faire du bien aux gens. Heu, donc j'ai un peu mélangé le tout. J'ai commencé par faire, l'assistance sexuelle, me former là-dedans en parallèle à mes études, parce que je trouvais que c'était, en termes de filet de sécurité, c'était un peu plus facile aussi par rapport au stigma. Je pouvais plus amener, le truc par rapport à mes proches. Genre, bon, en fait, Ouais. alors je me cachais pas derrière un pseudo-altruisme, hein, parce que moi je pense pas que enfin, c'est souvent un truc qu'on me renvoie d'ailleurs: «Ah mais, c'est beau parce que tu te sacrifies en couchant avec les handicapés». Enfin, c'est atroce d'entendre ça. C'est juste que je voulais rentrer dans le monde du travail du sexe par, quelque chose qui était, plus cadré. Et du coup, bah, Ouais. je savais que j'avais une formation et bah, avec la formation, il y a aussi des intervenants, intervenantes avec qui tu peux parler. Et du coup, je me suis Mhm. dit: «Je commencerai pas toute seule». Hem, du coup, voilà, j'ai commencé avec l'assistance sexuelle et ensuite, je me suis rendu compte que ça me convenait pas parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en situation de handicap qui peuvent être arrogants et pétés de thunes et aussi des personnes qui sont pas, catégorisées comme étant en situation de handicap, mais qui peuvent pas avoir accès à de l'affection. Des personnes qui sont, par exemple, en proie avec une timidité excessive ou, des Mhm. difficultés, enfin des hontes en fait ou des traumas et ou qui ont pas de thunes en fait. Et sauf que, bah, eux, enfin j'utilise le masculin parce que j'ai eu qu'une personne, qui n'était pas un homme cis. Eux, bah, en fait, ils sont pas forcément, ils sont pas éligibles à l'assistance sexuelle. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire escorte aussi». Heu et en plus avec l'assistance sexuelle, tu es très peu rémunéré et en Mhm. fait, tu donnes beaucoup d'énergie. Tu dois dealer avec, pas mal de gens, genre tu arrives dans des institutions, les gens ils te disent, enfin ça m'arrive des trucs mais tellement drôles, il y a des gens qui rentrent dans la chambre pendant la séance. Ça m'est arrivé qu'on me dise, «Alors
personne voulait vous parler, mais moi j'ai pris, du coup j'ai travaillé exprès ce jour-là juste pour vous parce que j'étais la seule personne à qui ça me dérangeait pas de parler à une prostituée. J'étais là, waouh, cool. Ouais, ok. Donc tu vois, t'as ce genre Bon de bail et accueil, tout. ouais. T'es là. Ça fait Tu sais, le mec plaisir. il était sûr qu'il était super gentil en me disant ça, tu vois. J'étais Mhm. là, tu veux un pins ou. Non mais je sais pas. Donc ça c'est drôle, mais en même temps c'est méga chiant. Et, et puis, bah, c'est un travail compliqué quand même, l'assistant sexuel, parce que tu dois. Justement, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer oralement, du coup, bah, tu dois essayer de deviner en termes de consentement. C'est quand même. Bon, en vrai, j'arrive toujours à le décerner, mais tu vois, tu dois mobiliser quand même pas mal de stratégies pour Mhm. comprendre ce dont ils ont besoin. Ça peut générer une chier d'émotions parce que ces personnes n'ont jamais eu d'accès au monde affectif. Et du coup, c'est souvent des grands bouleversements. Il y a aussi une condition physique où pas mal de personnes sont sur des chaises, alors du coup tu dois les déplacer, faire des transferts, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand Ouais. même relativement éprouvant. Et en plus, les institutions, je trouve, enfin il y a quand même un peu une logique carcérale derrière, mais sont souvent très très loin des villes en fait. Donc, Mhm. et Ouais. souvent je vais dans le canton de Genève, moi j'habite dans le canton de Vaud, et je prends un train, je vais à Genève, et après je prends un bus pendant 40 minutes, et puis il n'y a qu'un bus toutes les 2 heures, et en fait finalement t'as fait une journée de 6 heures, mais t'as travaillé qu'une heure et c'était pour 150 francs. Et ça t'a pris beaucoup d'énergie, Ouais. beaucoup de temps. Et c'est pas rémunéré, ça. Pas forcément très rentable, du coup. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire escorte aussi. Et là, je monte mes prix, équivalent par rapport au marché. Et là, j'ai commencé à avoir un peu plus de sous. Alors, je suis toujours quand même limite en termes de. Je pense que c'est important de parler d'argent. Mhm. Pour l'instant, je gagne pas plus que 1500, 2000 francs par mois. Aussi parce que je suis dans un moment de ma vie où j'ai très peu d'énergie, où je traverse beaucoup de choses hyper bouleversantes et du coup, j'arrive pas forcément à travailler autant que je voudrais. Et je passe beaucoup de temps à faire des siestes. Et ça, c'est très difficile quand tu commences en tant que travailleuse du sexe, c'est que tu sais pas comment te déclarer, comment faire les trucs. Et bah, du coup, t'es sans harnais en fait. Et Mhm. bah, quand t'es malade, t'as pas de. Enfin, tu peux pas prendre un congé maladie. Du coup, Bien sûr. voilà. Ouais. Et en plus, c'est pas encadré. Enfin, tout est légal, mais c'est assez tabou. Et du coup, bah, j'ai dû aller à la police là pour m'inscrire en tant que travailleuse du sexe pour le registre. Donc, et en fait, tu arrives dans cette salle et tu as 12 000 posters de comment sortir de l'exploitation sexuelle et comment sortir de staff et tout. Puis moi, j'étais là, bonjour. Alors, bah voilà, moi, j'ai arrêté mes études pour faire ça parce que ça Ouais. m'intéresse et je suis super contente et tout. Mais en vrai, ils étaient trop choux. Bon, la police, c'est pas trop mes potes, mais pour le coup, c'était deux mecs qui étaient trop sympas et qui étaient là, non, mais nous, on est là pour genre vous écouter et si vous avez besoin de parler, on est là pour. Enfin, on est plutôt des assistants sociaux en vrai, mais du coup, c'était pas ce que je m'imaginais. Et j'étais là, bon, ben, cool, j'ai leur carte et si jamais j'ai un problème, je peux les appeler, mais je vais pas les appeler. Mais du coup, voilà, pour des questions des fois de sécurité, bah, j'ai toujours des potes à qui je dis, ok, bah, je vais à cette adresse-là. Si je t'écris pas à 19h30, bah, envoie-les en fait, parce que ça, tu sais jamais. Ok, ouais. Il m'est jamais arrivé de trucs graves, mais Mhm. souvent, je suis derrière la porte et je suis là, je ne connais pas la personne quand même. Enfin, je vais parler au téléphone, j'essaie toujours de. Ça c'est important de faire, hein. C'est quand même toujours avoir un premier contact parce que tu entends déjà pas mal de trucs dans la voix. Mais après, tu arrives derrière l'hôtel ou. Enfin, tu connais pas. Tu connais pas la personne. C'est clair. Et c'est des interactions quand même assez. En termes d'enjeux de pouvoir, en général, tu as l'impression que c'est hyper intense. Alors qu'en fait, pour l'instant, j'ai eu que des bonnes expériences. Et j'ai eu quand même plus de 30 ouais, plutôt 25 clients différents que j'ai vus plusieurs fois. Donc Hmm. en fait, je suis encore au début. Mais pour l'instant, ça se passe bien. T'as toujours fini par te sentir en sécurité Oui, au terme, au bout d'un certain temps. oui, Ok. Ce qui est plutôt positif, du coup, c'est ouf, ouais. par rapport à peut-être l'image qu'on pourrait se faire de ça. Ouais, par contre, il y Mhm. a plein de fois où j'ai pas du tout été en sécurité avec des garçons, notamment des gens que tu connais en fait. Euh, ou En fait, ouais, je pense que, bah, en vrai, les fois où j'ai vécu le plus de violences sexuelles, c'était avec, en fait, statistiquement, comme tout le monde, hein, c'était avec des amis ou avec des gens avec qui tu sortais ou des choses comme ça. Mais alors, les clients, pas du tout. Ils te demandent tout, tu sais, ils sont là, est-ce que je peux toucher ton épaule et tout. Enfin, c'est trop bien. Du coup, ça me rassure aussi. Et ouais, je suis contente d'avoir ce type de rapport-là, en fait, que
enfin, que j'avais jamais vécu avant, en vrai. Le vrai consentement, tu vois. Mhm. Le consentement presque formalisé. Un peu, ouais. Mm. Ouais. Et quand tu parlais d'enjeux de pouvoir avant, Mhm. tu pourrais développer ça. Quels enjeux de pouvoir tu perçois ou tu peux Euh, percevoir avec ces personnes? ben, en vrai, quand j'y suis, ça se passe bien, mais avant, des fois, j'anticipe un peu où je me dis, ok, si la personne, elle est mal à l'aise avec sa vulnérabilité, est-ce qu'elle va se venger sur moi, tu vois? Genre, Mm. elle n'arrive pas à faire un truc et du coup, elle va vouloir prendre l'ascendant, en fait. Ouais. Et ça n'arrive pas. Et moi, des fois, je suis là, ok, je vais arriver, genre, méga, méga sèche, un peu genre badass et tout. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que souvent, il y a ce truc de dompter, alors qu'en vrai, quand t'es face à une personne, et en fait, je suis à chaque fois full love, en vrai. Et la personne aussi. Mm. Mais du coup, on est là, est-ce qu'on peut se faire des câlins et tout? Et on se fait des câlins, et on respire ensemble. On fait des fois, ouais, je sais pas, des moments d'ancrage. Et après, des fois, on fait l'amour, souvent. Puis voilà. Donc en fait, ça se passe bien. Ça va du coup beaucoup plus loin que l'expression qu'on utilise quand on parle de travail du sexe. Ça va beaucoup plus loin que le rapport sexuel en soi, du coup. Ouais. Et ça, c'est un truc avec lequel je suis un peu en questionnement parce que je trouve ça génial. Et en même temps, parfois, il y a des personnes qui imaginent, par rapport à ma description, que je fais un travail thérapeutique et du coup qui demande énormément au niveau énergétique, en fait. Enfin, Mm. de l'énergie. Et qui veulent vraiment un truc hyper englobant. Et en fait, je suis pas thérapeute. Alors, faire l'amour, ça a des effets thérapeutiques. Tout ce qui est neurotransmetteur, c'est indéniable, mais des fois, je peux pas soigner l'âme de la personne en rentrant hyper intensément dans son intimité. Et puis, ça, en général, quand il y a un peu ces demandes-là, je préfère décliner parce que je suis pas outillée pour. Et en réalité, en ce moment, j'ai pas l'énergie et j'ai pas l'envie non plus. Mhm. Je comprends. Et ça fait ça fait écho à l'importance, je trouve, aussi de prendre soin de soi, Mhm. dans le sens où c'est un travail où tu es quand même très exposé émotionnellement, du coup, de ce que j'en comprends. Ouais. Et comme tu disais avant, là, maintenant, une période où tu es plus, où tu as besoin de repos, Mhm. euh, tu peux pas travailler autant que tu voudrais. Et Ouais. est-ce qu'il y a un truc un peu de si, en fait, si t'en fais trop, tu peux faire du dégât presque? Ouais, mais ça, je pense que c'est pas spécifique au travail du sexe, c'est spécifique au travail. Mhm, ouais. Ou au travail avec des humains, en tout cas. Voilà. Ouais. Et je trouve c'est très, très bien et honnête d'avoir mentionné l'argent et puis d'avoir dit des sommes. Mhm. Je pense que c'est un truc. Déjà, je pense que ça démonte un peu deux, trois préjugés quand même. Mhm. Et puis, du coup, tu parlais de 1500, 2000 francs. Si tu devais mettre un nombre d'heures là-dessus, comme Ouais. ça, par semaine, tu saurais dire. Je pense que je fais 3 4 heures par semaine. Après, il y a des mois où je peux faire vraiment plus. Mhm. Ça arrive des fois, des mois, tu te fais 4000 et t'es contente, tu sais. Alors que c'est pas énorme. Ouais. Mais en fait, si je. Voilà, là, c'est toujours une question un peu de conjecture. Et là, c'est pas forcément idéal pour moi parce que en fait, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel. Donc, ça veut dire que pendant 1 semaine et demie, avant mes règles, je peux pas. Enfin, je suis au fond du bac, j'ai mal partout. Et je peux pas travailler. Ouais. Du coup, il y a déjà cette réduction-là. Mhm. Sauf que c'est pas reconnu. Donc, j'ai pas l'AI. Donc, en fait, je me mets beaucoup de pression pour travailler beaucoup pendant les semaines où. Enfin, en relation avec mon cycle, quoi. Ouais. Et après, je passe 2 semaines à récupérer de ça. Donc, c'est pas idéal. Donc, en fait, Mhm. je travaille plus ou moins à mi-temps. C'est juste que j'éparpille. Ouais, ok. Mais je sais, il y a des collègues qui peuvent se faire le triple, en fait. Ouais. Après, ça dépend comment tu travailles et Mhm. où est-ce que tu travailles. Tu peux travailler dans des salons, en fait, tu peux travailler dans la rue, tu peux travailler partout. Moi, je travaille juste avec des annonces, donc puis en plus, je suis un peu picky, quoi. Genre, par exemple, les mecs qui me tutoient dans leur mail, je leur réponds pas, tu vois. Ok. Parce que enfin, ça dépend comment ils me tutoient, mais quand ils me disent salut ma belle, t'es dispo ce soir, genre, je réponds pas. Enfin, je suis là, bon, ouais. Tu vois déjà dans quoi tu risques de te lancer ou Tu juste dis une donc, question de respect de base ou... ouais, mais en vrai, j'aime bien kiffer ma vie. Mhm. Et du coup, j'ai pas envie de perdre mon temps. Enfin, voilà, j'ai réussi à arranger ma vie pour
réussir à vivre avec le moins de sous possible et d'avoir plein de temps cool. Et du coup, j'ai pas envie de le gaspiller avec ce genre de trucs, en fait, pour l'instant. Après, ça veut pas dire que j'aime de tout mon cœur absolument tous mes clients, tu vois. Il y en a Mhm. qui sont un peu relous et je suis là, genre, toi, t'es fatigant, par exemple. Et des fois, je leur dis, en mode, est-ce qu'on... Bah, ça, par exemple, faut arrêter de me redemander à chaque fois parce que je vais pas faire, comme je te dis à chaque fois. Après, bon, il y a aussi des problèmes, des fois, de discernement, donc il faut remettre les limites et tout. Ouais. Pour les personnes en situation de handicap mental, par exemple. Mais enfin, il y a des personnes ultra valides qui essayent aussi de toujours avoir un peu plus, tu vois. Mhm. Et là, faut être constant. Voilà. Nice. Et qu'est-ce que, dans ce processus-là, du coup, que tu fais, comme tu disais, depuis pas forcément très longtemps, Mm. qu'est-ce que cette activité-là, elle développe chez toi? Qu'est-ce que tu sens un peu qui est en train de grandir en toi ou, Euh, Beaucoup de choses, en vrai, beaucoup d'apaisement, de réconciliation. C'est un prix très très lourd. Hein. Je parle plus trop à ma famille. Euh, les 2 tiers, c'est parce que je leur ai pas dit, mais je suis très mauvaise menteuse. Et du coup, c'est compliqué quand on me dit tu fais quoi dans la vie, parce que là, je fais que ça en fait. Puis il y a aussi tout plein de choses. Bref, du coup, ça va pas. Et mes parents, ça va pas non plus. Du coup, enfin, ça pourrait être pire, mais ça va pas fort. Euh, et dans la vie aussi amoureuse, c'est compliqué. Parce que peu importe le genre, hein, c'est quand même difficile suivant les idées que tu as de, Mhm. de l'exclusivité, de la sexualité. Et en fait, ouais. Mais l'apaisement, il est quand même là, en fait. Parce que je me dis, waouh, je fais un truc qui a du sens. Et j'ai l'impression que je suis, genre, je fais partie des. Je sais pas. Je pense, il n'y a pas beaucoup de gens, en vrai, qui peuvent se dire, putain, en fait, j'ai choisi ce que je fais ce que je veux de mon temps, et je me sens libre. C'est fou quand même, tu vois. Moi, à chaque fois que je vais travailler, je me réjouis d'y aller, presque. Et après, voilà, enfin, je peux pas partir en vacances, des fois, je stresse, mais, mais ça vaut trop la peine, en fait. Et puis aussi j'arrive pas à faire les choses un peu à moitié. Du coup, je peux pas faire ce taf et être super intime avec les gens, mais en même temps, enfin, j'arrive pas pour l'instant à mettre beaucoup de distance, tu vois. Genre, je suis super avec eux sur le moment et peut-être que avec les années, bah, j'arriverai à juste faire la prestation. Bon, il y a des personnes avec qui tu fais juste une prestation, t'échanges pas forcément des choses intéressantes, mais quand même, ça me demande toujours un peu d'énergie. Donc, voilà, je sais plus c'était quoi ta question. Qu'est-ce qui naît en moi? Qu'est-ce qui se L'apaisement? développe? Ouais, Qu'est-ce que ça t'apporte? ben Mais t'as ouais, déjà dit ça beaucoup de m'apporte. choses. Ouais. Du coup, t'as répondu quand même, mais tu Mhm. peux continuer. Non, puis de la joie en fait. Mhm. Je rigole beaucoup et et de l'amour vraiment justement parce que cette misandrie là, c'est pas qu'une posture, c'est vraiment un truc important dans ma vie et en même temps c'est quand même cool de voir que il y a des personnes tu penserais pas du tout que t'allais matcher avec, genre je sais pas le type de 70 ans qui est avocat et qui est un peu de droite et en fait tout d'un coup il te dit 12 000 trucs trop cool et il est là, mais en fait, maintenant je suis en train de m'intéresser au féminisme, et puis est-ce que blablabla. Bon, alors il va toujours me dire ce qu'il sait lui, parce que c'est quand même très important de préserver l'ego avant tout, mais il me pose beaucoup de questions et il est Mhm. super intéressé. Alors bon, moi je suis pas là forcément. Bon, après il me paye bien, donc je fais un peu de pédagogie. Quand on me paye bien, je suis d'accord, je me dis, bon, bah. Aussi pour toutes les meufs qui peuvent pas sortir de l'hétérosexualité, qui sont condamnées là-dedans et genre je peux pas toutes les convertir, et ben je me dis, il faut quand même qu'il y ait, tu vois, il y ait des mecs cis hétéros qui soient euh, sexuellement et émotionnellement un peu plus enfin tu vois moins dans ces logiques là Ouais, et du coup à fond. bah là c'est cool et des fois il y en a qui disent ouais mais en fait j'ai de la peine, j'arrive pas à bander, je complexe trop et tout. Je fais la bah tu sais quoi, oublie ta bite et genre tout va bien se passer et après on fait des trucs et il est là putain en fait on peut faire l'amour sans pénétration et je suis là et ouais mec c'est trop bien, c'est ce que je fais genre enfin c'est ce qu'on fait entre meufs en fait tu vois. Et du coup enfin non parce qu'il y a aussi beaucoup de pénétration entre meufs mais je veux dire le pénis c'est pas tout. Ouais. Et les génitaux et le genre, ça n'a rien à voir, mais voilà, du coup, et t'as l'impression ils ont trop, genre, je sais pas, ils ont du soulagement, tu sais, par rapport à leur pression, et toi, t'es trop contente, t'étais là, putain, mais c'est trop bien, genre, le mec, il est hyper heureux parce que il a oublié sa bite, tu sais, et Mhm. après, il va reprendre confiance en lui, il sera moins timide, et toi, t'as l'impression que, genre, le monde, il se répare.
Donc voilà, c'est un peu ça, ce que ça m'apporte. C'est très beau. C'est cool, ouais, franchement. C'est très beau. Et puis ça, je trouve que ça montre aussi à quel point... bah, tu vois, toi, tu le dis depuis le début, tu mets vraiment l'amour au centre de ce travail, en fait. Oui. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout une image en général qu'on va se faire quand on parle de travail du sexe, ou encore Mhm. moins d'assistance sexuelle, j'ai l'impression. Ouais. Et comment... je sais pas très bien comment tourner cette question, mais en fait, comment t'expliques dans cette relation-là que tu as avec ces personnes, comment l'amour naît ou comment l'amour existe? Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ouais. Ah putain, c'est difficile de savoir d'où il naît. Euh, Je pense que initialement, quand même, quand j'appelle les personnes, je leur parle avec douceur. Et en même temps avec distance, parce que il y a toujours ce truc. Enfin, je suis super quand même euh, sceptique par rapport au mec et je suis tout le temps là, genre, essaye pas de me la faire à l'envers, tu vois. Mais enfin, du coup, je suis tout le temps sur mes gardes. Hmm. Mais en vrai, je leur parle et. Mais je sais pas, il y a un truc un peu magique, ça se passe. Enfin. Et la personne se dit, ok, peut-être j'ai rien besoin de prouver à cette personne. Et je pense que c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui naît? Comment naît l'amour? Voilà, on est parti sur un podcast de 3 heures si Ouais, on te pose cette question, c'est vrai, mais ouais, je sais pas. ça marche. Et peut-être pour revenir sur un truc un peu plus terre à terre, si, voilà, si quelqu'un écoute ce podcast puis qu'en fait il ou elle se pose des questions sur voilà, le travail du sexe de manière générale, que ce soit pour parce que cette personne veut y entrer ou y faire quelque chose, Mhm. ou simplement parce que c'est quelque chose de très méconnu, euh, vers quoi est-ce que tu l'orienterais? Quel conseil tu donnerais pour s'intéresser à ça? Hmm. Je donnerai ma carte de visite quand j'en aurai imprimé. Ça Et marche. ouais, c'est quand même à deux doigts du proxénétisme. Mais du coup, non, mais on est en Suisse, du coup, on a le droit. Bah de se renseigner peut-être déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de comptes de TDS. Ensuite, après, elles sont plutôt basées en France. Euh, Peut-être faire des lectures. Il y a plein de lectures. Et si tu veux, je te ferai une liste que tu pourras mettre. Mhm, ouais, à fond. À fond. Je peux mettre dans la description de l'épisode deux, Voilà. trois. Bah, il faut pas que ce soit trop long parce que je crois que j'ai un nombre de caractères limité. Ok, ouais, ça Mais marche. des pages Instagram, par exemple, Ouais, ou ouais, tu vois, je deux, pourrais trois te donner trucs. des noms de comptes à suivre. Après, tu te Euh, retrouves dans l'embranchement des réseaux sociaux. De toute façon, tu tombes sur 12 000. ouais, Tu finis par trouver tous les oui. autres de toute façon. Ouais. Après, je pense que c'est pas parce que ça a l'air évident que ça. Enfin, je veux dire, mes interactions sont incroyables, mais c'est pas du tout facile, hein. Enfin, il y a quand Mhm. même le stigma, c'est super lourd. À chaque fois que je vais chez le médecin, par exemple, ou les professionnels de santé, quand ils te demandent, bah, vous faites quoi dans la vie? Et puis toi, t'es là, ok, bon, bah alors du coup, j'invente un truc. Puis après, ils parlent. Enfin, il y a quand même souvent il y a quand même souvent des problèmes. Ou alors, bah, l'autre fois, j'étais au chômage. Et mon conseiller au chômage était là, mais oui, mais vous faites quoi du coup? Et j'étais là, bah, je peux pas lui dire que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai envie de continuer de faire ça et que je fais ça. Et du coup, j'étais là, bah, j'ai fait un bachelor en lettres. Et il était là, ok, bah alors on va trouver des jobs de secrétaire, tu vois. Et je commençais à postuler chez Amag. Et j'étais là, mais moi, je veux pas faire secrétaire chez Amag, tu vois. Et en même temps, T'es j'osais sûr? pas lui dire, bon, de toute façon, je suis indépendante, donc j'aurais pas pu avoir droit au chômage. Mais il y a plein de trucs comme ça où tu te sens hyper coincé. Ouais. Et aussi dans ta vie amoureuse, genre vraiment déconstruis d'abord le truc, hein, parce que sinon c'est. Et puis c'est jamais vraiment acquis. Des fois, t'es là, waouh. C'est quand même compliqué aussi quand t'es avec quelqu'un et que, je sais pas, si un peu la famille qui est impliquée et qui demande, mais que fait ton amoureux, ton amoureuse dans la vie, des choses comme Mhm. ça. Et t'as plein de trucs que tu peux pas partager aussi. Et moi, par exemple, il m'arrive des trucs de ouf, hyper drôles, hyper attendrissants, hyper touchants. Des fois, des choses qui me mettent en colère, notamment par rapport aux institutions. Et je sais pas toujours à qui en parler. Et du coup, bah, Ouais. ça, faut s'entourer en fait de personnes qui peuvent comprendre. Pas forcément des personnes qui font le même métier que toi, mais des personnes qui sont, bah, je sais pas, comme toi par exemple, tu vois, qui Mhm. possèdent des écoutez, Donc ça, je dirais, ouais, Yes. travaille sur là-dessus avant.
Tu parlais aussi des relations amoureuses privées, entre guillemets. Mhm. Comment tu trouves cette balance-là ou comment Déjà, en fait, peut-être de base, est-ce que tu fais une différence entre les deux et laquelle? Entre mon travail et ma Ouais, sexualité dans le travail et ma sexualité dans la vie ouais. privée? C'est un peu Oui, naïf comme question, mais c'est fait non, non. exprès. Ouais, ok. Oui, oui, bien sûr que je fais une différence. Euh, Dans mon travail, bah, je m'implique émotionnellement, mais il y a des trucs que je laisse pas entrer. Mais je sais pas, c'est des sensations que tu te permets pas forcément de vivre, alors que je peux être très très bien avec des clients et bah, qui veulent vraiment apprendre, tu vois. Du coup, je leur dis vraiment comment faire. Et ça, c'est hyper cool en termes de sensations, mais il n'y a pas ce. En vrai, je pense que c'est les sentiments, tu vois, Mhm. amoureux. Mais je sais toujours pas exactement ce que c'est des sentiments amoureux. Je suis un peu. Enfin, j'ai l'impression que ça évolue constamment, donc je sais pas trop. Euh, Et dans ma vie privée, bah, amoureuse, bah, j'ai mon amoureuse qui me soutient tellement et que j'admire aussi tellement. Elle fait plein de trucs super inspirants. C'est une artiste. Et j'ai aussi mon meilleur ami qui me soutient beaucoup. Euh, En fait, ma vie privée, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que mes amis et mes amants, amantes et amoureux, c'est un peu la même chose. Donc, même si Ok. tu hiérarchises quand même les personnes, enfin, je pense qu'il y a une part de moi qui a toujours cet idéal un peu de faire tourner ta vie autour d'une seule personne. Mhm. Mais je sais que l'exclusivité sexuelle, elle est pas possible. Par Ouais. contre, je pense que je peux avoir une forme d'exclusivité amoureuse et j'en ai peut-être même besoin. Et c'est pas toujours en accord avec mes idéaux. Ça, c'est un peu chiant, hein, parce que souvent, ça t'arrive et t'es là, putain. Genre, par exemple, quand t'as réussi à sortir d'hétérosexualité et tout d'un coup, tu dis plus jamais je couche avec des mecs, en plus gratuitement, tout ça, parce que quand même, genre, en tant que pute, t'as fait masse avancée dans. Enfin, genre, vraiment, c'est un accélérateur de vie et de connaissances. Et tout d'un coup, tu tombes, genre, méga amoureuse d'un type HSBC, et puis t'es là, mais what the fuck, tu vois. Mhm. C'est super chiant. Donc, voilà. Il y a quand même un Je bout sais que tu pas. contrôles pas. Ouais, ouais, Heureusement, peut-être. Je ouais. sais pas. Non, ouais, ouais, je pense que c'est intéressant. Ce que ça dit de. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'avoir cette vie-là parce que tu es en couple ou que tu relationnes avec une fille et pas avec un mec en ce moment? Je relationne aussi avec un mec. Ok, Mais c'est dur, les deux. ok. Non, c'est dur avec les mecs. Plus. Ouais. Ok. Tu saurais dire pourquoi? Euh, Parce que souvent, mais c'est pas à cause de mon travail, en fait, c'est souvent à cause de la monogamie sexuelle. Enfin, il y a un peu ce truc d'exclusivité que les personnes ont envie d'avoir par rapport à moi, ou qui ont l'impression que moi, je peux pas leur donner. Et souvent, en fait, c'est un malentendu, je pense, qui se passe. C'est que Mhm. souvent, les personnes, elles se sentent insécures parce que je peux avoir plusieurs partenaires. Mais en fait, j'aime toujours la personne plus que. Enfin, pas plus, mais il y a une forme d'exclusivité amoureuse quand même que j'ai avec la personne. Mais je crois qu'elle est difficile des fois à réactualiser sans cesse. Mhm. Mais je sais pas trop en fait. Faudrait que je réfléchisse un peu plus parce que c'est vrai que ça m'arrive quand même souvent. Mais c'est le fait d'aimer chaque personne de manière unique, peut-être, plutôt que plus qu'une autre. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Je trouve ça assez fascinant. Et dans ces relations-là, là maintenant que t'arrives à parler librement de ton taf. Ah ouais, ouais, ouais. Maintenant, Ok. c'est bon, ouais. Mais avant, là, je me suis séparée il y a quelques mois d'une personne. Et cette personne avait beaucoup de traumatismes par rapport à la virilité. Et enfin toxique quoi, enfin, bon, la vérité quoi. Et du coup bah c'était très difficile pour elle lui d'écouter enfin d'accepter que je puisse être en contact avec des hommes. Hmm. Et lui a été assigné homme à la naissance et en fait il comprenait pas du tout pourquoi j'étais attirée par des hommes. Du coup on partageait quand même pas mal de trucs en termes de trauma ou de violence, mais en même temps il y avait ce truc qui venait tout le temps me trigger en mode bah putain peut-être que moi j'ai pardonné ou peut-être que moi en fait je suis contrainte à une forme d'hétéronormativité où je l'accepte, où en fait je suis résignée un peu
Et Mhm. je pense que l'autre personne n'acceptait pas forcément ça. Enfin, dans l'absolu, je pense que elle aurait voulu que les hommes n'existent pas et n'existent plus et que ça aurait été plus facile. Et du coup, ça n'allait pas. Et du coup, bah, il y avait une forme de dégoût qui était très intense, mais qui m'était pas directement dirigée, mais qui est dirigée par rapport au fait que Mhm. moi, je puisse toucher des corps masculins. Et ça, enfin, c'était très violent pour moi à vivre. Parce que je suis là, mais enfin, je fais rien de mal. Et Mhm. j'avais toujours l'impression que je faisais quelque chose de mal, en fait, parce que je touchais des gens. Et en fait, tu touches des gens tout le temps, tu vois. Enfin, je sais pas, si tu donnes la main à, à ta fille ou à ton amoureux, t'as quand même. Enfin, c'est quand même un autre sentiment, tu vois. Enfin, il y Ouais, avait des trucs comme ça où je me disais, mais putain, j'ai le droit de dire putain si jamais. Mais je suis la seule. nice. C'est bah, c'est parfait, j'ai une question là-dessus aussi, puisque Ok. tu as utilisé aussi le mot pute avant. Et puis, je me posais à fond la question, en fait, comment, comment tu utilises ce mot, comment tu vois ce mot, et comment toi Hmm. tu l'utilises, Euh, comment toi tu Ça dépend de mon t'identifies à ça, mood. je sais pas. Par exemple, prostituée, je trouve que enfin, c'est une tournure passive et je la trouve pas assez kitsch pour être rebrandie, tu vois. Genre, elle est pas encore Mhm. vintage. Du coup, ça m'intéresse pas. Pute, ça choque un peu. Et des fois, ça me fait marrer. Après, j'utilise souvent travailleuse du sexe. Parce que, parce que c'est plus juste. Euh, Ça, là, c'est professionnalisant, entre Ouais, guillemets. exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et pardon, c'était exactement ça que je voulais dire. Ouais. Tandis que, ouais, pute, c'est un truc. Ouais, je sais pas. Ça veut dire plein de trucs, pute, en fait. C'est aussi des insultes que j'ai beaucoup reçues ou qui sont adressées à d'autres gens. C'est comme souvent quand on dit fils de pute, et moi je suis là, mais enfin, je revendique pas la maternité pour le coup, parce que enfin, c'est vraiment drôle. En fait, du coup, il y a plein de blagues de Mhm. pute qui sont très très drôles. Du coup, c'est pour ça que j'utilise encore pute. Voilà. Et tu t'y identifies? Avant, tu as dit en tant que pute, si tu le disais pour toi, ou de manière Ouais, générale, ou ouais, tu ouais. t'identifies à ce mot. Oui. Il y a un côté rassembleur, peut-être, ou... Ouais, en fait, il y a un côté où souvent, quand je vais dans des institutions, on me dit vous inquiétez pas, j'ai bien compris que vous n'étiez pas une prostituée. Et là, je leur dis si, je suis une pute en fait. Tac. Et ça, c'est trop drôle. C'est hyper drôle. Parce qu'ils sont hyper mal, ils sont là, putain. Mais après, tu le dis pas à chaque fois parce que tu sens que ça peut être encore un peu touchy. Et puis, il y a certaines institutions qui ont un budget pour ça. Et du coup, j'aimerais pas que ce budget il soit genre enlevé parce que j'ai fait la meuf, tu vois. Donc, Ouais. donc quand même, je fais attention. Mais il y a un côté clairement où ton travail il challenge un petit peu beaucoup de normes sociales Oui, et ouais, beaucoup ouais. de normes psychologiques aussi qu'on s'impose depuis un moment. Oui. Et toi, j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu te sens assez actrice de ça en tout cas. Oui, bah, c'est un peu un paradoxe parce que j'aimerais bien que ma vie se résume pas à ça, mais quand même, mon mode de vie, il est vraiment bah, orienté en fonction de mon activité professionnelle. Mhm. Enfin, ouais, mon cercle social aussi. Et ça, c'est un truc que je déteste, les entre-soi, par exemple. C'est un truc que je suis très inconfortable dans des groupes. Du coup, je suis contente toujours d'avoir des collègues, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin et j'ai besoin d'avoir beaucoup de diversité. Et souvent, ça demande beaucoup d'énergie. Je sais pas si bah, tu arrives dans un groupe de gens qui sont universitaires ou qui sont, je sais pas, employés de banque ou n'importe quoi. Bon, c'est pas forcément des gens. Bref. Mais ouais, du coup là, tu as un peu un truc où il faut utiliser plein de stratégies en fait euh, pour t'inclure. Et des fois, t'as pas envie. Mhm. Du coup, tu t'isoles et tu déprimes. Voilà. Faut être vachement à l'écoute de soi, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, constamment. Mhm. Constamment, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah putain. Ouais, puis même de son corps, des fois, t'es là. Pouh, enfin. Des fois, je sais pas, c'est le matin, t'es à jeun et tout, puis tu dis, il faut que je suce du latex, et vraiment, t'as pas envie, quoi. Et t'es là, bon, bah, je sais Yes. pas, je vais faire des trucs où la personne a, je sais pas, a des odeurs corporelles qui sont hyper fortes, et t'es là, Ouais. ok, il faut que j'essaie de m'éloigner de la bouche, donc on va faire un truc comme ça, je vais me mettre de ce côté-là, comme ça, genre, nos visages sont pas en face. Mais en même temps, après, tu peux pas checker si la capote, elle est bien, si t'es en levrette, et du coup, genre, c'est tout le temps plein de stratégies comme ça que tu dois mettre en place. Et en fait, tu es tout le temps sur le qui-vive et sur la réflexion, aussi quand tu réponds aux mails, quand tu appelles les gens. Enfin, en fait, c'est pour ça que je suis fatiguée, je pense. Mhm. Ouais, ça Tu se vois? tient. Et c'est marrant parce que donc
pendant cette discussion, beaucoup de fois, il y a eu... tu as parlé aussi de tous ces aspects qui étaient difficiles. Mhm. Et, avant, tu as dit un truc, ça valait vraiment la peine. Oui. Pour toi, c'est quoi là-dedans, un peu le truc qui vaut le plus la peine, vraiment? C'est que je choisis avec qui je travaille, quand, combien de temps, et je fixe mes tarifs. Et du coup, des fois, je suis là. Ben, tu sais quoi, il y a un truc que j'adore. J'adore ma chienne, par exemple. Et, en fait, tous les matins, je me dis, bah, tu sais quoi, en fait, je vais regarder. C'est hyper kitsch, hein, mais je regarde le lever de soleil depuis ma fenêtre tous les matins. Et ça, vraiment, chaque matin, je suis là, bah, tu sais quoi, je peux mourir aujourd'hui, genre, j'ai vécu ma meilleure vie. Je choisis tout. Après, ça me fait marrer parce que, genre, de base, je suis vraiment hyper de gauche et en fait, je fais un métier super libéral, tu vois. Et du coup c'est très drôle. Parce que c'est assez individualiste, hein, finalement. Mais en même temps, tu peux être très altruiste et tout. Et je pense qu'il y a un côté aussi où j'ai désespéré, en fait, des luttes sociales et des groupes desquels j'ai pas mal fait partie. Et du coup, tu as l'impression que c'est un peu l'énergie du désespoir et de régler des choses dans la chambre. Je sais pas, il y a un espoir là-dedans. Parce que quand tu faisais le podcast avec Jérémy, vous parliez de la justice et des fois de se rendre. Enfin, d'être adulte, c'est d'accepter les injustices. Bah, je crois que ça me fatiguait trop le militantisme institutionnel ou de groupe. Et je voyais pas l'issue et j'ai fait une grosse dépression. Tandis que là, bah, t'as l'impression que tu fais pas grand-chose. Mais je sais pas, t'as fait l'amour, tu vois. Et puis c'est quand même trop bien. Et, ça, j'ai l'impression que ça sauve un peu le monde des fois. Et il y a des personnes qui me disent, bah moi, en fait, par exemple, je fais moins de crises d'angoisse depuis qu'on fait des séances ensemble. Et ça, tu vois, t'as gagné un peu la vie. Donc, Waouh. Je crois que ça va être vraiment absolument parfait pour conclure l'épisode. très bien. Je trouve ça très beau. Je vais te poser une dernière question. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait sourire? Mon amie Elodie, avec qui je passe le plus clair de mon temps, qui a 3 chiens. Et aujourd'hui, elle m'a appelée et j'ai laissé 3 sonneries parce que j'étais en train de me préparer pour venir te voir. Et en fait, je réponds, je lui fais allô, puis elle me dit attends, en fait, je suis pas du tout prête. Et en fait, elle était pas prête pour son propre appel téléphonique. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, j'ai une relation trop trop belle avec elle. Et du coup, genre, très très souvent, je pense à elle, à moi, à nos chiens. Et on a des vies tellement différentes. Et en fait, je sais pas, cette relation-là, elle me fait méga sourire. Elle me rend sereine. Magnifique. Ben, merci de ouf pour cette discussion. De rien. C'était génial. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, 1 à 2 fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou sur l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast@gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.